Les populations de Marabadiassa, non loin de Béoumi, dans le centre du pays, n'ont plus accès à l'eau potable et s'approvisionnent dans le fleuve Bandama pour leurs besoins en eau. Il y a 17 ans, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Le meurtre d'Umzi, le sage en Chouaouli, pour des raisons qui restent à ce jour obscures, semble profiter à l'époque à un large éventail d'acteurs politiques nationaux et internationaux. Nous reviendrons sur cet assassinat dans l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les robinets sont à sec à Marabadiassa, dans le centre du pays. Cette situation impacte négativement la vie des populations de cette localité. Elles parcourent plusieurs kilomètres pour se procurer de l'eau qui n'est pas potable. Comme si cela ne suffisait pas, l'électricité fait aussi défaut dans cette partie du pays. Soro Corona et Kader Sogodogo reviennent de Marabadiassa. Fleuve Bandama, principale source d'approvisionnement en eau des ménages de la sous-préfecture de Marabadiassa depuis 2 semaines. En effet, l'eau, source de vie, ne coule plus dans les robinets de cette localité. Conséquence, parcourir plus de 3 km pour avoir accès à l'eau, peu importe la qualité. C'est vraiment difficile. Nous, on puise d'abord au fleuve sur la tête avec des cuvettes. Et puis ceux qui ont des garçons aussi, avec des motos et des bidons. Et une fois à la maison, il faut qu'on fait chauffer d'abord, on ajoute un peu de javel avant de faire boire. Mais avec ça, il y a des enfants qui ont la diarrhée quand même. Cette pénurie d'eau dure depuis des années et s'accentue pendant la saison sèche. Marabadiassa ne bénéficie pas d'installations adéquates. Prévues pour 1000 personnes, les installations de l'ex-Sodefel ne répondent plus. Le forage actuellement est petit pour le village. La demande en eau est beaucoup élevée. Donc si on fait ces derniers tests-là que ça ne va pas, normalement les autorités doivent se réunir pour les aider à avoir un autre forage. Le raccordement de Marabadiassa au réseau de la SODECI, société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, reste la seule alternative. On souhaite être connecté sur le réseau de la SODECI pour finir avec ces pénuries d'eau. La vraie décision, c'est de faire un nouveau forage. Parce que déjà, 62 mètres de profondeur, c'est petit. Si on fait un forage de dernière génération, c'est-à-dire qu'il est encore plus puissant que ça, qu'il y a beaucoup d'eau, là, je pense qu'ils seront satisfaits. Ce manque d'eau récurrent a des répercussions négatives sur le rendement des fonctionnaires de la localité. Dans nos foyers, lorsqu'il n'y a pas l'eau, ça agit naturellement sur notre travail. Nous sommes souvent en retard. Nos enfants à la maison, comme les enfants que nous encadrons. Chaque fois quand ils viennent le soir en retard, lorsque tu leur poses la question, ils vont te dire que nous étions allés chercher de l'eau. Le sous-préfet, quant à lui, appelle à la mobilisation des filles et fils autour du développement de leur terroir commun. Les cadres, s'ils s'entendent bien, en tout cas, ils peuvent sortir de l'ornière leur localité. La pénurie d'eau n'est pas la seule équation à résoudre pour les populations de Marabadiassa. L'électricité s'est mêlée à la danse. Depuis 6 mois, la ville est confrontée à des coupures intempestives à partir de 18 h. Marabadiassa est sous-préfecture depuis 2012. Plus de 130 000 jeunes ont bénéficié de 2015 à 2017 des programmes du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Des centaines de milliers de jeunes se sont inscrits à l'emploi jeune ou ont visité le site de l'agence. Sidi Thiemoko Touré était l'invité du Presse Club de l'UNJCI où il a évoqué les perspectives pour les jeunes pour cette année 2018. Le reportage de Serge Koléa. Environ 52 000 jeunes bénéficiaires d'un programme de formation. 36 728 touchés par des programmes en faveur de l'emploi salarié. En ce qui concerne le financement de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat, ce sont 41 593 jeunes qui ont été soutenus. Ces chiffres réalisés de 2015 à 2017 témoignent du travail abattu par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi jeune et du service civique. Au total, plus de 130 000 jeunes ont su saisir leur chance. La thématique dans notre département cette année portera sur le civisme et la citoyenneté. Nous allons aller beaucoup plus loin cette fois-ci avec le projet de loi qui a été adopté en fin d'année 2017, le projet de loi par rapport à la réintroduction du service civique en Côte d'Ivoire. Nous allons pouvoir prendre les jeunes en charge, les accompagner vers une meilleure contribution à la communauté de façon positive, mais surtout une contribution éducative. À ce jour, selon le ministre, des centaines de milliers de jeunes ont visité ou sont inscrits sur le site de l'agence
emploi jeune. Le plus important, c'est de prendre de l'initiative. Nos jeunes ont manqué de l'initiative par le passé. Fort heureusement, cela est en train de changer. Il faut qu'ils bougent, qu'ils aillent vers les outils mis à leur disposition. Ils verront la différence, ils verront les accompagnements que l'État de Côte d'Ivoire fait pour eux. Dans leurs initiatives, c'est déjà 50% du chemin parcouru vers le succès. Le différentiel, ce n'est plus que du management. Et nous les accompagnerons sur le différentiel pour qu'ils puissent avoir les réponses à l'insertion qu'ils veulent. Invité du Presse Club de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Sidi Timoko Touré s'est prononcé sur plusieurs programmes en faveur de l'épanouissement des jeunes de Côte d'Ivoire. Sport, athlétisme, Muriel Laouré reprend du poil de la bête. Elle a remporté la médaille d'or en s'imposant aux 60 mètres pro en 7 secondes et 11 tierces. La compétition s'est déroulée au Leonard Hilton Meeting de l'Université de Houston, aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, 13 frères et sœurs retrouvés enfermés dans un bébé de 2 ans en Californie. Certains étaient enchaînés, affamés par leurs propres parents. Le couple a été incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants. Une caution de 9 millions de dollars chacun a été fixée pour leur éventuelle remise en liberté. Les parents, David Turpin et son épouse Louise, âgés respectivement de 57 et 49 ans, n'ont pour l'heure pas expliqué pourquoi ils traitaient ainsi leurs enfants. C'est l'une des sœurs âgée de 17 ans qui a alerté la police. Et puis le roi Pelé, qui symbolise les heures de gloire du football brésilien aujourd'hui, un septuagénaire, estime que la Seleção est la favorite du mondial 2018, 4 ans après l'humiliation subie à domicile. Le triple champion du monde en 1958, 1962 et 1970 s'est exprimé lors de la cérémonie d'ouverture du championnat de Rio de Janeiro, dont il est l'ambassadeur. 10 zones françaises expérimentent les territoires zéro chômeur de longue durée depuis maintenant 1 an. Pas de CV ou de lettre de motivation à rédiger de sésame pour décrocher un emploi. Habiter Pipriac ou la commune voisine de Saint-Ganton, territoire de 4200 habitants, c'est le travail qui s'adapte aux salariés et non l'inverse. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. À bientôt 50 ans, Noëlla Garcia a enfin décroché le Graal. Cette mère de famille a signé il y a 1 an le premier CDI de sa vie. Alors là, c'est génial. Travailler en CDI, je pensais jamais. Je suis très émotive parce que c'est tellement... j'aurais jamais cru que j'aurais travaillé un jour. Jamais. Pas à mon niveau et pas à mon âge. Donc trouver un travail... Comme Noëlla, 53 chômeurs de longue durée à Pipriac et Saint-Ganton ont renoué avec l'emploi depuis 1 an. Et grâce à une idée toute simple, faire venir le travail aux chômeurs plutôt que l'inverse. C'est le principe de l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée, testée officiellement depuis 1 an et financée par la réaffectation des allocations chômage. Le principe, c'est ça, c'est de dire finalement, on va prendre ce que coûte le chômage de longue durée aujourd'hui pour financer ces emplois en partie. Ça ne coûtera pas plus cher à la société puisque c'est de l'argent qui est dépensé et ça nous permettra, nous, de créer les emplois. C'est l'entreprise Tesea qui embauche ses salariés et se charge d'imaginer des emplois autour des savoir-faire de chacun avec un impératif, créer des postes qui ne concurrencent pas l'emploi local existant. Entretien des espaces verts, transport, livraison, blanchisserie. Au total, Tesea recense plus de 30 activités différentes et les salariés sont tous polyvalents. Le soir, Valérie Garcia s'occupe des sorties d'école et la journée, elle fabrique des meubles en bois de palette. Un nouveau monde pour cette quadragénaire plus habituée des ménages. On m'aurait dit ça, que j'aurais fait ça, j'aurais rigolé en fait. Parce que moi, manier les machines, c'était pas mon truc et maintenant, il n'y a pas de souci. Pour éradiquer le chômage de longue durée sur ce territoire breton, Tesea devrait encore embaucher une trentaine de personnes, des embauches annoncées pour cette année. Comme Pipriac, 9 autres territoires français expérimentent cette idée dans un pays qui compte plus de 2,5 millions de chômeurs de longue durée. C'était un mardi, exactement comme aujourd'hui, 16 janvier, mais en 2001, vers 13h30, que Laurent Désiré Kabila est abattu dans son bureau par l'un de ses gardes du corps, Rachidi Kassereka. S'ensuit alors un gigantesque rafle dans l'entourage du président de FAN. L'homme qui a été abattu d'une rafale tirée dans le dos était à la fois un maquisard historique, un combattant nationaliste, un trafiquant d'or et un preneur d'otages, le tombeur de Mobutu. Alors qu'il se trouve isolé politiquement et diplomatiquement,
Laurent Désiré Kabila est abattu en début de l'après-midi du 16 janvier 2001, soit 40 ans jour pour jour après l'assassinat de Patrice Lumumba dans sa résidence, le Palais de Marbre à Kinshasa, par un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde, Rachidi Mizele, qui est abattu sur place quelques instants plus tard par l'aide de camp Edi Kapan. Le docteur Machoko Mamba, présent à cet instant, tente vainement de réanimer le président assassiné. Le gouvernement déclarera plus tard que le président Kabila était encore en vie au moment où il était transporté d'urgence vers un hôpital au Zimbabwe. Ce temps mort permettant aux autorités d'organiser la succession dans le climat tendu des heures qui ont suivi. Le jour de l'assassinat, une délégation iranienne attendait d'être reçue par le président Kabila pour une tractation visant à fournir l'Iran en uranium provenant de la province congolaise du Katanga. Bien d'autres pistes viendront entourer de zones d'ombre cet assassinat non élucidé à ce jour. Ainsi, le soir même du meurtre, 11 ressortissants libanais liés au milieu du diamant, cible d'une campagne punitive, sont enlevés dans la capitale congolaise et exécutés. Le procès devant une cour militaire des personnes accusées de l'attentat sera dénoncé alors avec force par la communauté internationale et régulièrement remis en cause. La justice congolaise, faute d'avoir réussi à arrêter les coupables, condamnera plus d'une centaine de prévenus, militaires et civils, dont 4 enfants soldats, innocents pour la plupart et dont une cinquantaine croupissent toujours dans la prison centrale de Makala à Kinshasa, dans des conditions dégradantes. L'aide de camp est colonel Edi Kapan, l'un des cousins de Kabila, considéré comme le chef de file, et 25 autres personnes seront condamnées à mort en janvier 2003 sans que la peine prononcée soit exécutée. Un comité de crise réunit les ministres d'État, des Affaires étrangères et de la Justice, sitôt après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et finit par désigner son fils Joseph pour lui succéder. Par cet acte, les autorités déclarent avoir accompli la volonté du président décédé qui avait désigné pour lui succéder en cas de décès son fils Joseph, alors numéro 2 de l'armée, selon son témoignage verbal rapporté par le ministre de la Justice de l'époque, Wenze Kongolo, et l'aide de camp et colonel Edi Kapan. Le militaire qui contrôlait les généraux de Kabila après sa mort pendant le processus de la succession sera d'ailleurs accusé plus tard d'avoir tenté de s'approprier le pouvoir. Le jour de l'assassinat, Gaëtan Kakougi, numéro 2 du gouvernement, décrète un couvre-feu sur toute l'étendue de la capitale. L'instauration du couvre-feu à Kinshasa a été ordonnée par le président Laurent Désiré Kabila, dit-il à la presse. Le 26 janvier, Joseph Kabila est investi président de la République. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.